C'est parti. Donc effectivement, on va voir les scripts bash aujourd'hui. Avant, est-ce qu'il y avait des questions face à qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois là? C'était surtout la réponse aux exercices là, mais je sais pas si il y avait eu, ça avait soulevé des interrogations ou autres. Non. C'est bon? Donc on va continuer avec les scripts, le scripting language. Là, l'objectif c'est pas d'aller super profond, super compliqué pour le scripting language. C'est vraiment juste une introduction. Si vous voulez vraiment qu'on aille plus loin puis qu'on commence à regarder comment faire des scripts complexes, etc. C'est parce que là, c'est vraiment l'équivalent d'un langage de programmation. Hein. Donc, soit on va très loin avec des choses compliquées, des fonctions, etc. Ou alors on reste dans le script simple. Pour le moment, je me suis contenté de vraiment la base. Je suis même pas allé dans les boucles, donc il n'y a pas une répétition. Ça, on va pouvoir le voir à la fin de la session si on a envie de prendre le temps de voir ça. Et ce que je voudrais aussi, c'est à la fin du cours, on va juste regarder le planning pour à quel moment on finit le Linux 101 pour passer à l'autre. Puis qu'est-ce qu'on va faire. Donc ça vous donnera aussi, on pourra juger avec ça quel temps on prend pour le scripting language ou non. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut qu'une fois si on dit ok bon là pour le moment c'est bon on est correct avec ça qu'on peut pas le continuer dans l'autre formation aussi pour voir de manière plus approfondie là. Donc voilà donc ça c'était juste pour couvrir ça. Donc un script, grosso modo, c'est un langage de programmation, comme je disais, avec un interpréteur. Là, on va voir les scripts bash, donc avec l'interpréteur le shell qu'on utilise déjà. Mais par exemple, quand on fait on écrit un script, on peut l'écrire en Python, en Perl, en ZSH. Tout ça, c'est des scripts. En fait, c'est quoi la particularité du script? C'est-à-dire que c'est du langage interprété. C'est que comparativement contrairement au C ou au C++, il n'a pas besoin de le convertir en langage machine. Donc, t'as pas besoin de le compiler pour qu'il l'exécute. Il le fait à la volée au fur et à mesure qu'il lit les lignes. Il les prend, il les interprète, il les exécute. Donc ça, c'est vraiment ça qui est la distinction entre un programme, on peut dire avec un langage natif avec le C++, et un langage de scripting. C'est-à-dire que c'est vraiment l'interprétation à la volée. Ok. Donc, là, ce qu'on va faire aujourd'hui, comment j'ai décidé qu'on allait voir, c'est qu'on va vraiment faire au fur et à mesure ensemble. J'ai pas beaucoup d'exercices, mais on va au fur et à mesure ensemble faire la pratique en même temps qu'on voit la théorie. Oui. Est-ce qu'il existe plusieurs versions comme PHP? Il y a des choses Oui. Effectivement, il y a plusieurs versions par exemple là on va voir le scripting bash, il y a plusieurs versions du bash. Aujourd'hui on verra rien qui pourrait ne pas fonctionner dans un bash et pas dans l'autre. Parfois oui on peut arriver, mais c'est assez rare parce que et ça se teste très bien. Mais oui ça pourrait arriver que par exemple je fais des tableaux avec le bash 2, ça le gère très bien, et là j'arrive sur une vieille machine et ça marche pas bien en fait mon code. Mais moi dans la vie pratique, j'ai jamais tombé sur ce problème là. Puis ça fait quand même plus de 10 ans que j'utilise. Donc j'ai jamais dû à me dire oh non, faut pas que j'update mon bash parce que sinon ça va pas marcher là. Est-ce que j'utilise pas des fonctions assez avancées? Je pense pas. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des features qui arrivent. C'est quand même un langage qui évolue aussi, là. Mais pas de manière aussi drastique que le PHP où ils font des refontes du code. Là. C'est bon? Donc, on va se lancer direct à faire le premier script. Hein? Donc, comme on fait toujours pour apprendre à programmer, on va faire le Hello World classique, traditionnel, juste pour pouvoir se faire la main un petit peu. Okay? Donc, avant de le faire, on va juste... Parce que l'avantage du bash, c'est que toutes les commandes qu'on va mettre dans le script bash, on peut le tester parce qu'on est déjà dans le bash quand on est là à l'intérieur de la commande, dans le prompt. Okay? Donc ce qu'on va faire, afficher le Hello World. Echo.
hello world. Donc echo qui va nous permettre d'afficher, de faire l'équivalent d'un print pour afficher de l'information à l'écran. Je vais juste me faire un répertoire. Oups. Excusez. Oui, il va le prendre. C'est juste par habitude que je mets souvent les guillemets pour m'assurer que de son interprétation. Comme ça, je suis sûr qu'il va le prendre comme une chaîne de caractères. Mais dans le cas, on pourrait aussi utiliser les simples quotes aussi qui va pouvoir fonctionner. On verra la différence quand on verra les variables. Le comportement n'est pas le même quand j'ai un double ou simple quote si j'ai une variable à l'intérieur de mon texte. Donc là, on voit, c'est tout con, hein, donc juste echo hello world. Mais là, on s'entend que là, c'est pas un script, on l'a fait directement sur l'interpréteur de commande. Okay. Donc on va convertir donc cette commande, on va le mettre à l'intérieur d'un script. Donc on va ouvrir un fichier. Là, vous pouvez utiliser votre éditeur préféré, VI, ou vous pouvez utiliser Pico, Nano ou n'importe quel éditeur. Même si vous voulez utiliser un éditeur graphique, ben, libre à vous. Libre à vous. Donc si on l'appelle helloworld.sh, là vous voyez j'utilise l'extension .sh, mais en fait on s'en fout. On verra qu'il y a peu d'importance. Vous pourriez juste appeler Hello World tout court et ça serait tout aussi bon. C'est juste pour une convention que comme moi après je liste les fichiers, j'aime savoir ah oui c'est un sh donc c'est un script bash. Donc c'est juste. Donc si vous décidez d'utiliser VI pour éditer votre fichier, VI hello world.sh, donc VI espace le nom du fichier. Donc là, je suis en mode commande ici. Donc, si je veux passer en mode insertion pour insérer du texte, je vais utiliser la touche I. Donc, grâce à la touche I, on voit en bas, je suis tombé en mode insertion. Et là, je vais taper exactement la même commande que j'avais tapé avant. Hello world. Une fois que pour sauvegarder, escape, parce que si je fais ici 2 points, il va commencer à me le taper. Donc je retourne en mode commande. On voit en bas de la fenêtre, je n'ai plus le mot insert. 2 points WQ pour write and quit. QW va tout aussi bien fonctionner, je pense. Ah non, désolé. Je pensais que les deux auraient marché. Ouais, excusez, je l'ai fait un peu vite là. Parfait. Donc à ce moment-ci, j'ai le fichier helloworld.sh qui est présent. Et si je lui dis bash execute hello world, je vais avoir mon message hello world. Si je affiche le contenu de hello world, on voit effectivement j'ai le echo hello world et quand je l'ai exécuté, il a fait via le bash hello world, il a affiché hello world à l'écran. What? Bien entendu, toutes les commandes que je tape à l'intérieur de mon shell, donc que ça soit CP, LS, peu importe, tout va fonctionner. Hein? Juste pour faire la démonstration rapide, hello world, si je fais par exemple ls etc, donc la même commande que je taperais normalement, je vais sauvegarder. Et là je fais bash hello etc, il m'a affiché. Là on voit pas bien, mais au début il a exécuté la première commande, donc le echo ici, et après c'est la deuxième commande qu'il a exécutée, donc de manière séquentielle, la première, la deuxième, etc.
Ah, bah tiens, on va reprendre d'ailleurs, ouais, excusez, c'est exactement ce que je faisais. On va créer un autre fichier, parce que là, on fait, ce qu'on va faire deux, on s'entend qu'on va pas juste écrire Hello World tout le temps dans tous les scripts qu'on va faire, là, ça a peu d'importance, là. Donc, on fait la formation, aujourd'hui, ce qu'on va faire, l'objectif, c'est de faire un script d'archivage, et on va donc voir comment on va pouvoir créer un script qui va faire un tar gz quelconque. Okay. Donc on va créer justement, et c'était l'objectif ici que je faisais, c'est de voir comment on pouvait mettre en plus une autre commande que uniquement le hello world. Donc on va créer le fichier archive souligné etc.sh. Nomme-le comme tu veux là, mais là j'avais nommé archive souligné etc.sh. Est-ce qu'il y avait des questions sur la fin du Hello World? Parce que j'ai eu comme straight pipe là, mais ok, moi aussi je vais le faire donc. V archive etc. Ouais, c'est le syntax highlighting qui se fait automatiquement, et c'est aussi un des avantages d'avoir mis le point .sh, c'est-à-dire que là il a vu, VI il a vu que c'était un point .sh, donc lui ce qu'il a fait, il s'est dit, ça doit être sûrement un script bash, donc je vais lui mettre le highlighting approprié. Donc ce qui est non négligeable quand même. Dans le cas où vous ne voudriez pas avoir l'affichage comme ça highlighté, pour une raison quelconque, exemple, mon écran le supporte mal ou je me retrouve avec une moins bonne visibilité, je retourne en mode commande, je fais syntaxe off. Non, oups, excusez, c'est syn off. En fait, c'est supposé être syntaxe, j'imagine qu'il n'y a pas de E là. Ouais, c'est ça. Voilà. Pour effacer une ligne, tu vas pouvoir utiliser la touche DD en mode commande. Ça va te permettre d'effacer les lignes en trop. C'est bon? Donc ici mon script va réaliser, donc si je fais un cat du archive, il va m'afficher à l'écran archivage de etc dans TMP et il va réaliser le tar gz qui suit. Donc si je fais bash archivage etc, il va réaliser l'opération. Tu passes en mode commande et tu fais la flèche vers en bas. Mais là, si tu veux refaire une nouvelle ligne, tu passes en mode insertion, donc I, Enter. Là, le problème, c'est que ta fenêtre... Attends, on va juste remonter un petit peu ta fenêtre, parce que là, tu vois pas quand tu es en mode insertion. Ah non. Ah, toi, tu le vois juste. T'as pas... ouais, c'était... tar, -z, c... On va pas mettre le v. Parce que vous voyez, là, avec le v, là... Il y a plein de trucs qui défilent, là. Juste pour que... ce soit moins... hop, donc... Z pour la compression, C pour la création et F pour nommer que c'est le fichier qui est là.
Oui, effectivement, parce que là, actuellement, on le roule avec notre simple usager. Donc, si je le roule, vu que j'ai enlevé le verbose, ce qui m'affiche, c'est uniquement les messages qui sont envoyés au standard d'erreur. Ok, donc au canal 2, si vous voulez, vous pourriez les rediriger vers dev nul, par exemple, pour ne plus les voir. Ça vous fera... Vous pourrez vous amuser à modifier ce script en conséquence. Ouais. Ouais. Le problème, c'est que tu le vois pas, toi. Attends, on va juste faire un truc avant. Hop là, je vais juste mettre sur pause 2 secondes. Exactement. Donc, pour enlever les permissions denied, éventuellement, vous pourrez vous amuser à rediriger le canal 2, donc le standard d'erreur, vers un fichier ou /dev-nul. Mais ça sera uniquement pour votre plaisir. On va continuer. Si vous êtes tanné d'avoir les messages d'erreur, c'est ça. Non, dans le petit test, je passerai pas sur les scripts bash en fait. J'ai décidé de le dropper. Donc, ça marche bien, mais vous voyez, à chaque fois qu'on fait la commande, le script, à chaque fois on est obligé de mettre le préfixe bash, hello world, etc. Donc, là, ce qu'on voudrait, c'est que juste pouvoir, par exemple, taper juste le nom du script pour qu'il s'exécute automatiquement. Hein? Parce que là, tu sais, c'est comme si il démarre bash et après il lit le contenu du fichier à l'intérieur. Le problème, c'est que, comme j'ai dit, le suffixe qui est donné, donc si je prends le hello world ou le archive, donc le point sh qui est à la fin, est purement pour l'humain. Donc le système Linux ne va pas dire ah, c'est un point sh, donc je vais le lire avec bash, ou ah, c'est un fichier .py, donc c'est je loue avec Python, ou peu importe. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir le fichier, et ce qu'il va chercher, c'est à la première ligne, il va chercher le symbole qui lui dit quel interpréteur qui est. Et ça, c'est ici. Donc, on va rouvrir notre fichier. Bon, là, je l'ai fait avec le Hello World, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avec le fichier d'archive, hein, tant qu'à l'avoir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ce fichier d'archive-là, et en fait, on va rajouter donc la définition de l'interpréteur à utiliser. Et pour ce faire, c'est dièse, point d'exclamation, et le chemin complet vers l'interpréteur. À côté du 1 ou au-dessus de ton 3. Dépendant comment il est ton clavier. Donc, si on regarde... Oui, effectivement. Le dièse... Bon, la ligne 1 est un cas particulier où c'est l'interpréteur. Pourquoi? Parce qu'il y a le dièse point d'exclamation. Mais les autres lignes que j'ai mis par la suite, tout ce qui commence par un dièse est un commentaire. La première ligne. C'est pour ça que j'ai tout de suite rajouté des commentaires par la suite pour bien visualiser ça. Non, c'est tout collé, c'est tout d'un mot. S'il y a un espace, il ne serait pas nécessairement en mesure de l'interpréter, il interpréterait ça peut-être comme un commentaire aussi. Donc c'est tout d'un mot. Donc là, vous avez modifié votre fichier archive. Ok, parfait, donc je vais le faire aussi. Donc, archive. Bin bash. Ouais. Archivage. Je mets juste un petit commentaire pour dire. Donc j'ai mis bin bash et un petit commentaire. Juste pour qu'il y ait un commentaire en fait. Juste pour... Mais c'était vraiment pas obligatoire. Hein. Les deux lignes, là, la ligne vide plus le commentaire, réaliser un archivage, là, est purement optionnel, là. Mais c'est sûr que moi, je mets toujours une petite description de ce que fait mon script au début. Bon. Donc, je sauvegarde, et si j'essaye de l'exécuter, /archivage,
archivage etc.sh. Et là, qu'est-ce que... non, il n'est pas supposé dire .ça. Ok. Ouais, là j'ai mis ./ je vais revenir dessus sur ça dans quelques instants. Mais si je fais ./, la première chose qu'il me dit, c'est permission denied. Non, parce que mon fichier archive etc, il n'est pas exécutable. Les permissions d'exécution, ils sont pas présents. Donc on va rajouter l'autorisation d'exécution. On se rappelle la commande. Voilà. Change mode. Là, mettez les permissions que vous désirez avoir. Je vais mettre uniquement à l'utilisateur personnellement. Vous pouvez utiliser la U, c'est user, effectivement. Voilà. Donc là, actuellement, uniquement l'utilisateur propriétaire du fichier, donc en l'occurrence tboutry dans mon cas, va pouvoir exécuter le script. Je retape la commande, ./ le nom du script, et là, ça s'exécute. Donc là, je ne suis plus obligé de lui dire utilise bash pour exécuter ce script, mais je lui fais juste dire exécute-le et il va regarder la première ligne. Exactement. La question c'est justement ce ./ pourquoi on a besoin. En fait, c'est que bash, si je tape uniquement archive etc.sh, il dit command not found. Ok? Exactement. En fait, bash, lui, il va utiliser une variable qu'il a dans son système. Il va chercher le nom qu'on lui a donné et il va essayer de le trouver. La variable, si vous faites echo, on vient de voir echo, signe de $, path. Donc les variables commencent par signe de $. Donc quand, j'ai beaucoup plus de choses ici que ce que j'avais chez moi à la maison, comme on peut voir, parce que si vous allez voir dans le manuel, dans le document, il y en a beaucoup moins. Mais bon, peu importe. Quand j'ai rentré la commande archive souligné etc, il a d'abord essayé de regarder dans chacun des répertoires qui sont présents. On voit, d'ailleurs, j'ai le 2 points qui est le délimiteur. Donc la première chose qu'il a regardé si archive etc se retrouve dans mon cas lightdm que vous avez sûrement pas là. Ouais, vous l'avez, ok. Donc il a regardé dans usr local sbin, il a regardé dans tous ces répertoires et à la fin il m'a dit j'ai pas trouvé. Le bash. Oui, bash. D'ailleurs, vous avez la commande wish qui peut me dire où il est. Bin bash ou ls aussi. Donc on voit d'ailleurs, si on prend ls, à chaque fois que je tape la commande ls, il a d'abord cherché dans le premier répertoire, donc dans lightdm, après il a cherché dans usr local sbin, après usr local bin, usr sbin, usr bin, sbin, puis hop, il a trouvé dans bin. Et les deux derniers répertoires, donc ici, usr, tout ça, il n'est pas allé voir. Donc, une fois qu'il a trouvé, il continue plus, il s'arrête, puis il utilise le premier qu'il a trouvé. Et si on regarde, actuellement, le répertoire où moi je suis, qui est donc mon répertoire personnel, non, parce que où je suis, moi, print working directory, je suis dans home tboutry script. Et il n'est pas dans la liste des paths présents. C'est pas bin bash qu'il essaye d'exécuter, c'est le nom de la commande qu'on lui a donné, c'est archive souligné etc. Vu qu'il n'est pas à l'intérieur du path, je suis obligé de lui donner la commande avec le chemin au complet. Donc, home, tboutry, script, archive.
Si je fais ça, là, la commande va s'exécuter. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus besoin de chercher à l'intérieur de path. Il n'a pas besoin de chercher parce que je lui ai donné le chemin au complet où aller le chercher. Même si je suis dans le même répertoire. Et pourquoi? Donc là on voit, j'utilise tout le chemin. Okay, mais qu'est-ce qu'on avait vu? Ça a rappelé là. Le chemin, ça c'est le chemin absolu, mais on a point qui équivaut là au répertoire courant. Répertoire courant. Et on avait vu, il y avait point qui est le répertoire précédent. Donc c'est pour ça que au lieu de mettre home tbtree script archive etc, je mets uniquement /, donc c'est ma notation relative, c'est beaucoup moins long, là ça va, mon path est pas trop long, mais si j'avais un path énorme, bah moins, et puis je fais toujours /, peu importe où je suis, j'ai pas besoin de me soucier de où je suis. C'est de là que le // il vient en fait, qu'on voit souvent en exécutant des scripts, c'est-à-dire de faire. Ou alors, ce que j'aurais pu aussi bien faire, c'est déplacer le fichier à l'intérieur de un de ces répertoires. Faire un lien aussi aurait pu marcher, oui. Mais attention, parce que mon lien, il va marcher, mais si par exemple, tu as un autre utilisateur sur le système, et que tu as fait un lien symbolique, donc dans USR local bin, peut-être que l'autre utilisateur, si tu as laissé le script à l'intérieur de ton home directory, il n'aura peut-être pas le droit d'y avoir accès. Oui, mais c'est juste parce que le nom il s'appelle comme ça. Si je voulais pas, je ferais juste que je fasse exactement, j'enlève le .sh et là à ce moment-là, archive etc va très bien fonctionner. C'est vraiment, effectivement, c'est vraiment pour l'humain parce que ça va te faciliter la vie à savoir, c'est quoi ça, c'est un fichier texte, donc ça te permet juste de clarifier son état. Voilà. Autre option aussi, donc là c'est ça, home. On pourrait changer la commande, le path. Je pourrais dire path, la nouvelle valeur, et lui dire home tbtree script. Oups. Donc là ce que je dis, j'ai dit maintenant il y a pour path égale l'ancienne valeur de path et le chemin où aller le chercher. Donc je fais Enter et là j'affiche. Donc maintenant home tbtree script il est là et je peux à présent taper archive etc directement, donc j'ai plus besoin du // qui est présent et il va me l'exécuter parce que il l'a trouvé à l'intérieur des différents répertoires. Attention, quand vous faites le path, c'est pour le user et en fait c'est même pour le user pendant la session. Donc ici faut pas oublier de faire, vous voyez la commande, moi j'avais mis, hop, je vais mettre ça en commentaire, donc si je fais path home tbtree script, donc là ici on voit, il trouve plus, il est où maintenant? Donc c'est bien important de faire attention quand on met cette information de tout mettre. Il faut juste que je recopie là. Ben non, c'est ça, je peux plus utiliser voilà.
c'est une très... C'est une... En fait, en théorie, ça marche, c'est une très mauvaise pratique. Parce qu'après, tu vas te retrouver à ce que tu sais pas trop ce qui va être exécuté. Je te dis, n'importe qui pourrait bypasser, mettre un fichier ls et faire une autre commande que ls n'importe où tu vas le taper. C'est très très déconseillé de mettre le point à l'intérieur de ton path, mais dans la pratique, moi c'est sûr que je l'ai jamais mis, mais ça devrait fonctionner. Donc si je fais ouais, ça va être le répertoire courant. Mais c'est vraiment une mauvaise pratique, hein. Je l'aurais. Mais c'est une très mauvaise pratique. Si j'ai l'impression de me répéter. Archive etc, tu vois. Là, ça a marché. Donc j'ai mis juste pas de point slash, mais dans ma variable path, j'ai uniquement mis point. Faut pas mettre le slash. Mais sans vouloir me répéter, là, c'est une très mauvaise pratique, ça. Voilà. Mais je sais pas, c'est une très mauvaise pratique. On va peut-être la rajouter finalement. Ok. Donc ça nous amène en fait tranquillement la question des variables. Là on vient de voir une variable avec le path. Si vous voulez voir l'ensemble des variables disponibles, vous avez la commande env qui vous permet de voir les variables disponibles. Donc là c'était ce que j'avais sur mon système quand je l'ai exécuté. C'est possible que ça soit un peu différent pour vous sur le système. On s'entend que je fais pas toujours les préparations de cours sur une Ubuntu. Là, je l'ai fait sur un Arch Linux, donc voilà, donc j'avais pas du tout les mêmes comportements. Donc c'est l'ensemble des variables qui sont pré-builtées à l'intérieur, et vous voyez, bon bah là vous pouvez retrouver la commande path qui va se retrouver, le nom de l'usager avec lequel vous êtes connecté. Donc une liste d'informations qui a déjà été pré-remplie par le bash. Ok? Exactement. On pourra voir si vous voulez comment faire pour que ça soit conservé là. En fait, si vous voulez que ça soit conservé là rapidement là, les fichiers qui sont lus, c'est les à l'intérieur de votre il est pas là ici. C'est le point bash rc. Il y a un fichier qui est lu là, il n'est pas présent, mais ce serait le bash rc qui est lu quand le bash il démarre, et en fait ça te permet de pouvoir redéfinir des valeurs à l'intérieur pour que à chaque fois que tu démarres, ça soit lu pour changer exemple ton path. Si tu voulais avoir un path différent, tu pourrais redéfinir à l'intérieur de ton bash rc. Donc à chaque fois qu'il va redémarrer, tu ne serais pas obligé de retaper assigner la commande à la syntaxe, la valeur à path, mais il serait directement à chaque fois lu quand il charge. C'est ça. Oui, là on est encore, tu vois, le point bash, il est à l'intérieur de ton répertoire personnel, dans ton home. Il y a manière d'affecter l'ensemble des usagers, mais pour avoir éventuellement. Exactement. C'est bon? Donc si on regarde les variables, donc il est possible, là on a vu les variables avec env ou path qui sont utilisables, donc déjà prédéfinies par le système. On pourrait aussi définir nos propres variables. Donc simplement, c'est la même chose, hein. Là j'ai mis quoi? Okay. Par exemple, dire dst tmp, et là echo dire dst. Donc on voit, quand je définis une variable, je mets le égal la valeur. Attention, tout doit être collé, hein, parce que si je fais comme ça, ça marche pas, hein. Il
faut que le égal soit collé avec la valeur ainsi que la valeur qu'on lui assigne. Et quand je veux aller consulter cette valeur, j'utilise le signe de dollar avant. Vous voyez que l'ensemble des variables sont en majuscules. Ceci est une convention, mais ce n'est pas obligatoire. Je peux très bien définir Toto comme ça et récupérer la valeur de Toto avec le signe de dollar avant. Sauf que je vous invite à fortement regarder vos variables en majuscules. C'est plus standard pour tout le monde. Il n'y a pas de message d'erreur de la part de echo. Si je fais un écho d'une variable qui n'existe pas, je n'ai jamais d'erreur. Non, parce que si la variable n'existe pas, c'est comme si la variable était vide. Il ne fait pas une validation de savoir si la variable contient quelque chose. Ce n'est pas, c'est pas jugé comme une erreur. Ben, il l'a affiché, il a mis juste rien. Tata, je l'ai jamais assigné, puis. Elle n'existe pas, mais tu ne le diras pas. Tu ne peux pas le déterminer comme ça. Non, il va falloir que si tu veux déterminer si la variable existe, tu vas valider son contenu. Mais il n'y aura pas d'erreur face au. Parce que tu consultes une variable non assignée. Toutes les variables sont jugées comme bonnes jusqu'à la preuve du contraire. Si tu veux faire afficher la valeur tu veux afficher juste une variable. Oui, peu importe la valeur que je veux. Par exemple, si je prends juste celle-là, ben je vais dire echo, signe de dollar, pour lui faire l'appel, et là, j'ai ça. Ah, ouais, effectivement, non, je pense que c'est juste les variables d'environnement. Ouais, effectivement. Les variables que je réassigne sont pas à l'intérieur de env. Est-ce qu'ils sont à l'intérieur de set? C'est l'autre commande pour aller chercher des variables. Ouais. Attention, set, par contre, pourquoi j'ai montré env uniquement et pas set? C'est ce que env, set, t'en as un. Ah bah non, c'est pas. Sur la version sur Arch Linux, j'en ai vraiment beaucoup plus que ça. Non, quand même, c'est pas mal. Là, je vais avoir toutes les variables. C'est bon? Je pense que pourquoi il n'y a pas de man pour set contrairement à env, c'est que set il doit être built-in à l'intérieur du bash. Là. Peut-être c'est ça. Donc si on reprend notre script d'archivage, on va changer parce que là actuellement, ce que je voudrais c'est que le répertoire d'archives, comme on avait mis pour /etc, au lieu de l'avoir directement sur la ligne de commande, on va le mettre à l'intérieur d'une variable. Hein? Donc, je vais l'ouvrir dans mon bash, dans mon hop ici. Donc, je vais variable dire to archive, j'avais dit. Archive égale /tc. Franchement, je n'avais pas mis de guillemets. On va mettre comme. Ouais, ça ne changera rien, mais c'est pas grave. Archivage 2. To archive. Et là. Dire to archive. Je pourrais même.
que vous voulez que j'enlève le highlighting? Est-ce que vous verriez mieux comme ça? Ah! Est-ce qu'on voit mieux comme ça? J'ai changé aussi la destination en fait du fichier pour que ça soit TMP archive au lieu de /etc. Mais... Ouais, en fait là c'est juste mes méthodes habituelles là, mais oui effectivement, c'est que j'aime bien faire des blocs et encore là j'en ai pas mis beaucoup de commentaires là, mais j'aime bien faire des blocs de variables et main c'est pour dire que bon bah là le corps du script va commencer ici. C'est pour ça que je mets variable. Puis d'habitude je fais des petits carrés aussi là, parce que pour qu'on voit bien. Puis c'est ce qu'on fait aussi, ce qui va se passer quand je tombe dans des scripts plus volumineux, c'est que j'ai mes variables au début et ici avant le main je vais avoir mes fonctions. Donc si j'ai quand même quelque chose qui nécessite des fonctions, je vais le mettre entre mes variables puis mon main. Donc après ça me permet de bien diviser mais en blocs. Il est de haut en bas. Donc mes variables doivent être définies avant que de les utiliser. Sinon la valeur va être vide. Ainsi que mes fonctions doivent être définies avant de les utiliser. Donc si on regarde, j'assigne la valeur /etc à dir to archive. J'affiche avec echo un message qui contient la valeur dir to archive dans TMP et j'ai la commande tar qui réalise le tar et il utilise la variable dir to archive pour interpréter ./archive etc et là il réalise donc la commande. Je vais juste revenir, donc on voit ici à la fin là archive de etc dans TMP. Il a mis avec les erreurs qui sont présentes et donne. Des questions? Si on regarde, je vais juste mettre en commentaire ceci. Je sais pas. Comment? Ouais, non, il faut au moins une quarantaine, puis j'utilise des macros aussi que je fais. Ouais. Search and replace beaucoup. Ouais. Ah oui, effectivement, la variable n'a une durée de vie uniquement pendant le temps de sa... Elle a été... En fait, qu'est-ce qu'il fait? Le script, quand on voit ça, c'est que il part un nouveau processus bash. Donc, c'est pas dans ta console, en fait, qu'il exécute. Il fork, il ouvre un nouveau process bash.
il exécute le contenu et après il ferme le bash. Donc c'est pour ça que les valeurs qui ont été définies ici ne sont plus conservées à l'intérieur. Okay. Avant de finir pour aujourd'hui, il y a aussi, on parlait un peu plus tôt de l'utilisation de simple et de double quote. Ici, si je mets simple quote, on va voir le comportement en fait. Je vais juste mettre en commentaire le tar pour... Oui, c'est beau ça. Et là, ici, on voit, donc, avec le double quote, il interprète la valeur de la variable. Avec le simple quote, il affiche la variable. Donc, il n'interprète pas la valeur, il ne définit pas la valeur à l'intérieur. Non, il a affiché le... Je refais. Excusez. Archivage. Nous utilisons la variable. Hop. Et echo. Simple quote. Ok. Donc là... on voit pas bien là. Ici, la première ligne du echo archivage 2 avec les doubles quotes, il va remplacer ça par le contenu de /etc. Et ici, il va dire nous utilisons et il va afficher le nom de la variable. Donc là, c'est ça. Il sait rien du texte. Il n'a pas converti $dir. Il a conservé tel quel comme on l'a, sans aucune interprétation. C'est ça, exactement. Oui, il va faire l'interprétation du contenu. Ouais, double guillemets. Simple et double. On y va. Double, il interprète. Simple, il met tel quel. Bon, et ça mettra ça à la fin pour aujourd'hui. Je vais vous envoyer